Salut tout le monde, c'est Geoffrey et j'ai perdu. J'ai pas eu de chance parce qu'on a tiré à la courte paille, c'est moi qui ai été désigné pour faire cette vidéo sur le Spider-Verse, ou plutôt le Sony's Spider-Man Universe, autrement dit l'univers de Spider-Man, mais sans Spider-Man que le studio Sony essaye de lancer en profitant de l'univers Marvel. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais prononcer deux mots-clés, Venom et Morbius. Normalement, vous avez soupiré, rigolé ou pleuré parce que personne ne s'est remis de ces films incroyablement incroyables. Et en préparant cette vidéo, j'ai réalisé que j'avais écrit les critiques de Venom 1, Venom 2 et Morbius, tout ça sans aller voir les RH pour dire que j'étais maltraité. Cela dit, au fond, c'était assez amusant parce que j'ai mis 1 sur 5 au premier Venom parce que c'était vraiment nul. Et ensuite, j'ai vu Venom 2 qui était encore plus nul. Donc on a fait une réunion de crise. Est-ce qu'on allait lui coller une note de 0,5 sur 5, sachant qu'on met quasiment jamais en dessous de 1 sur écran large? La réponse est oui. Je pensais être sorti d'affaire, mais après il y a eu Morbius avec Jared Leto, donc on a refait une réunion. Est-ce qu'on allait descendre en dessous, mettre un 0 sur 5? Donc là, non. On a mis 0,5 sur 5 encore une fois, mais on commence à avoir peur parce que si ça continue comme ça, on va devoir créer des notes négatives en 2024, parce que oui, 2024, c'est l'année du Sony's Spider-Man Universe. Donc clairement, je vais dire Spider-Verse dans la vidéo parce que j'ai la flemme. En février, on a Madame Web. En août, on a Kraven le chasseur. Et en novembre, on a Venom 3. Une sacrée année pour cet univers mi-copain, mi-ennemi avec le MCU. Et ça tombe bien parce qu'en 2024, le MCU fait une sorte de pause avec seulement un film au cinéma, Deadpool 3, en juillet, alors qu'à un moment, on devait avoir aussi les films Thunderbolts et Captain America 4. Le champ est d'autant plus libre que côté DC, c'est également la pause. Après la fin du DCEU en 2023 avec 4 films qui se sont plantés, l'univers DC reviendra en 2025 avec Superman Legacy. Tout ça pour dire qu'en 2024, ce sera l'année du Spider-Verse de Sony. 3 films et quasi pas de concurrence côté super-héros, donc impossible de se planter, sauf que c'est peut-être plus compliqué que ça, et c'est pas étonnant si beaucoup de gens sont déjà en train de miser sur quelques nouveaux désastres super-héroïques en 2024, après ceux de The Marvels, Shazam, The Flash, Ant-Man 3 et Aquaman 2 l'année dernière. 2024, ça pourrait donc être encore une fois une année cataclysmique. Salut, je m'incruste 2 minutes pour faire une parenthèse sur Chérie, le film qui sortira ce mois-ci en exclusivité sur la plateforme Filmo dont on est partenaire. Chérie, c'est l'histoire d'une femme de 25 ans qui, après un test de grossesse positif, a 24 heures pour décider si elle avorte ou non. Alors oui, sur le papier, c'est un film qui traite d'un sujet bien spécifique sous un prisme exclusivement féminin. Mais si vous aussi, vous avez déjà laissé traîner une mise en demeure dans un tiroir en espérant qu'elle disparaisse par magie, que vous vous êtes déjà retrouvé dans des galères administratives pas possibles, tout ça parce que vous avez procrastiné ou que vous comprenez pas toujours tout au système d'assurance et de mutuelle, que vous soyez un homme ou une femme, vous n'aurez aucun mal à vous identifier à ce personnage très bien écrit. Chérie, donc, qui est jouée par Alex Trewitt, c'est une femme majeure mais pas encore une adulte responsable. Elle est tête en l'air, maladroite, parfois impulsive et naïve avec ses fringues d'ado, ses rollers à paillettes et son petit cœur tatoué sur la pommette. C'est une personne qui a du mal à s'imposer et doit donc mûrir, ou plutôt prendre conscience qu'elle doit mûrir. Ce film, qui est d'ailleurs réalisé par une Française, Sophie Galibert, a le bon goût de ne jamais porter de jugement sur son héroïne ou de la culpabiliser, ni d'engager le débat sur l'avortement, qui est un droit jamais remis en question. Enfin, dans cette fiction, j'entends. Ce film n'est pas une énième injonction sur la maternité, c'est un récit très intime et introspectif dans lequel sa décision n'est pas l'enjeu principal, elle est même en fait courue d'avance. Tout le but est de la voir douter et s'interroger sur ce qu'est sa vie et ce qu'elle pourrait être dans un futur plus ou moins proche. Il lui fallait donc un déclic qu'elle ne pouvait plus ignorer pour ce fameux passage à l'âge adulte qui reste une thématique intemporelle. On vous propose donc de suivre pendant un peu plus d'1 heure le quotidien chamboulé de Chérie qui tente de trouver les armes pour affronter la vie des grands, ses coups durs et ses incertitudes. C'est à retrouver à partir du 22 février prochain sur Filmo, dont le catalogue très varié vous est proposé à l'abonnement ou à la carte. Si vous hésitez, la plateforme vous propose 2 semaines d'essai gratuit, puis un abonnement à 6,99 € par mois. Mieux encore, avec le code ELFILMOFOREVER, vous pouvez même profiter d'1 mois gratuit. On vous détaille tout ça dans la description de la vidéo. Allez, je vous rends Geoffrey. Déjà rappelons de quoi on parle et surtout d'où vient cette ambition d'univers étendu Spider-Man chez Sony. Ça ne date pas d'hier, ça remonte même à 2013 quand le studio voulait créer tout un tas de films autour de The Amazing Spider-Man 2. Et oui, souvenez-vous, on nous parlait à l'époque d'un film Venom, d'un film Black Cat, d'un film centré sur Gwen Stacy et d'un film évidemment Sinister Six en 2 parties. Tout ça aurait dû sortir vers 2016, sauf que tout ça a été annulé en 2015 quand le score de The Amazing Spider-Man 2 n'a pas été à la hauteur au box-office en salle en 2014. Le 3e épisode
épisode de cette saga a été repoussé et petit à petit tous les plans ont été jetés à la poubelle ou plutôt ont été complètement transformés. Parce que dès 2014, le studio Sony discutait avec Marvel pour imaginer une collaboration un petit peu extraordinaire. Faire des films Spider-Man ensemble en prêtant Spider-Man au MCU. Depuis 1999, c'est Sony qui détient les droits de l'homme araignée, c'est pour ça que Spider-Man vivait sa vie de son côté en parallèle des Avengers, alors que dans les comics, c'est le même univers. Cet accord exceptionnel a été officiellement annoncé en 2015 avec une nouvelle trilogie de films Spider-Man et des apparitions du héros dans le MCU, à commencer par Captain America Civil War. Et c'est là que Tom Holland a été casté. C'est une histoire de gros sous, mais pour faire simple, Sony garde le contrôle de Spider-Man et récupère les recettes des films solo, et Disney Marvel de l'autre côté garde les recettes des films du MCU où le personnage apparaît, avec également une petite part sur les films solo, 5% apparemment. Disney Marvel a aussi le contrôle créatif de ce Spider-Man, même si Sony a le dernier mot, sachant que Disney avait déjà les droits du merchandising. On voit très bien à quel point Disney Marvel pèse dans l'équation. En gros, Sony voulait vraiment booster leur super-héros phare en profitant du phénomène MCU. Comme dans toutes les histoires de gens qui se battent pour gratter des millions et des milliards, il y a eu quelques soucis. En 2019, Disney Marvel a essayé de renégocier pour avoir 50% du budget des recettes. Sony a dit non. Ils ont annoncé que tout était fini, c'était la catastrophe, et quelques mois après, ils se sont rabibochés avec de nouveaux termes. Disney allait financer 25% du troisième film Spider-Man contre 25% des recettes, en plus d'une autre apparition dans le MCU et d'un quatrième film en développement depuis. Et si vous voulez rigoler un peu, dites-vous que c'est grâce au succès phénoménal de la trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi au début des années 2000 et des films X-Men à côté, que Marvel a pu lancer le MCU et Iron Man. Puis, c'est grâce au MCU que Sony a pu relancer Spider-Man en négociant pour être invité dans l'univers des Avengers. C'est ce qu'on appelle la consanguinité industrielle. Bref, au milieu de tout ça, Sony a aussi eu envie de créer son propre univers sans le MCU, et c'est là que le film Venom a été relancé en 2016. Et c'était en fait une évidence pour eux, parce que le projet Venom était développé depuis la fin des années 90, et surtout les producteurs avaient forcé Sam Raimi à mettre Venom dans Spider-Man 3. Pour eux, c'était une valeur sûre, et ils ont eu raison. En 2018, le film Venom porté par Tom Hardy a cartonné. Plus de 856 millions au box-office mondial pour un budget officiel de 100 millions environ. C'est un score hallucinant, impressionnant, supérieur à pas mal de blockbusters sortis la même année, comme Mission Impossible et Ant-Man 2 chez Marvel. En 2021, on a donc eu Venom 2, évidemment. Il a coûté à peu près pareil et il a encaissé environ 506 millions au box-office mondial, donc c'est beaucoup moins que le premier, sûrement parce que plein de gens avaient vu le premier, mais peu importe parce que ça restait un joli pactole et un énorme succès, surtout dans une époque de Covid. Jusque-là tout va bien, sauf si on a vu ces films en étant sobre, et puis en 2022, le drame sur la tragédie Morbius avec Jared Leto. Et quand je dis drame, je parle pas de l'horreur hilarante de cette bouse qui m'a donné l'impression d'une expérience de mort imminente. Non, je parle juste d'argent puisque c'est le sujet de cette vidéo. Morbius a coûté moins cher que les Venom, dans les 80 millions de dollars, mais s'est contenté de 167 millions au box-office mondial, et ça, c'est très mauvais. C'est avec Morbius que quelque chose a changé, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Si j'étais gentil, je dirais que c'est parce que c'est nul, et que le public n'aime pas les films nuls, mais en même temps, je repense aux chiffres que je viens de dire sur les deux premiers Venom, et là je me dis que j'ai tort d'être gentil. Si j'étais méchant, je dirais que c'est parce que les gens ont enfin posé leur bière et ouvert les yeux et arrêté de rigoler avec ces films qui se foutent du public en se foutant ouvertement de nous de manière assez ouverte. Morbius était donc peut-être la goutte de sang qui a fait déborder le vase, mais peut-être que l'explication la plus simple ce serait peut-être de dire que Morbius n'est juste pas Venom et que tout le monde s'en fout de ce personnage sorti nulle part. Surtout avec le cirque de cet univers Spider-Man sans Spider-Man, et là on arrive à un point central. Depuis le début de ce Sony Spider-Verse, la question de la présence ou plutôt l'absence de Spider-Man, elle est centrale. Dans le principe, c'est une évidence. Comment faire des films sur les ennemis de Spider-Man sans Spider-Man? Dès le tournage de Venom, c'était le sujet, avec la rumeur d'un caméo de Tom Holland, coupé à la demande de Marvel. Dans Venom 2, on a eu droit à une scène post-générique où Eddie Brock débarque dans le MCU à cause des événements de Spider-Man No Way Home, et à la fin de No Way Home, il était ramené dans son univers en laissant un bout de symbiote derrière lui sur un comptoir de bar. Bon, à ce stade, c'était possible d'envisager qu'on se foutait de nous. Morbius a été encore plus loin puisqu'une image de Spider-Man sur un mur a été ajoutée intentionnellement dans la bande-annonce pour faire croire qu'il pouvait être dans le film. Le réalisateur a confirmé que ça avait été ajouté par l'équipe marketing et le studio et qu'il n'avait rien à voir avec ça. Et la promo a également lâché que Michael Keaton reprenait son rôle du vautour, le méchant de Spider-Man Homecoming, tout ça pour d'énièmes scènes post-génériques d'une laideur formidable où le vautour débarque dans ce monde puis va voir Morbius dans le désert et lui propose de faire équipe pour combattre
Spider-Man, qui n'est toujours pas apparu dans cet univers, pour rappel. Et d'ailleurs, prenons une petite minute de silence pour Michael Keaton, qui ces dernières années a ajouté sur son CV Morbius, The Flash et Batgirl, le film annulé par Warner. Et c'est là qu'on en arrive à 2024, l'année du Spider-Verse de Sony, en tout cas sur le papier, avec 3 films. Madame Web, Kraven le Chasseur et Venom 3. En 9 mois, on va avoir 3 films de cet univers étendu, c'est-à-dire autant que ce qu'on avait eu jusque-là en 4 ans. Si vous avez un petit air de déjà-vu, c'est normal, ça ressemble à certaines des années du MCU ou du DCEU, quand on a eu 3, 4 ou 5 films d'affilée pour des résultats légèrement désastreux ces derniers temps. Est-ce que ça veut dire que ce Sony Spider machin bidule truc va forcément se planter? Bien sûr que non, on n'est pas médium. Mais est-ce que ça veut dire que ça pourrait se planter? Évidemment que oui. Commençons par Madame Web parce qu'il arrive dans pas très longtemps, en fait il sort le 14 février. Alors déjà c'est qui Madame Web? 2 réponses à ça. La première, dans les comics, c'est une mutante télépathe, aveugle, médium et paraplégique. Au départ, Cassandra Webb est Madame Web, mais ce titre passe à d'autres personnages par la suite comme souvent dans les comics. Au cinéma, par contre, Madame Web c'est Dakota Johnson, jeune, vive et fringante. Ça ressemble plutôt à d'autres versions de Madame Web que dans les comics, comme Julia Carpenter, sauf que Julia Carpenter est elle aussi dans le film, incarnée par Sydney Sweeney. Bref, ils ont vraiment adapté ça à leur sauce, qui n'est pas forcément dramatique dans l'absolu. Dans le film, Cassandra va aider 3 jeunes femmes traquées par un grand méchant qui s'appelle Ezekiel Sims. Un nom bien connu des fans de comics puisque ce personnage est doté de pouvoirs similaires à ceux de Spider-Man et a fait office d'adversaire et d'allié de l'homme araignée dans les comics selon les moments. Il est également lié au super méchant Morlun, Morlune, je ne sais pas comment on le dit, tant pis, désolé, une espèce de vampire comme Morbius, oui, mais un vampire du multivers, c'est pas pareil, qui veut absolument tuer l'homme araignée, ce qui a inspiré le fameux Spider-Verse qu'on connaît maintenant très bien grâce aux 2 films d'animation. Si vous ajoutez à ça que dans les comics, Madame Web est tuée par la famille de Kraven le Chasseur, vous voyez déjà les possibilités pour que Madame Web soit placée au centre de ce Spider-Verse. Mais le mot d'ordre dans la promo, ça semble être, c'est un film stand-alone, indépendant, qui existe dans son propre monde, et d'ailleurs il faut voir Dakota Johnson sur le plateau de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Jimmy quelque chose, qui tente de vendre ce film solo pendant qu'il essaye de mettre en avant Spider-Man en l'écrivant sur une ardoise, pour se demander en fait ce qui est le plus ridicule dans ce manège promotionnel. Est-ce que c'est vouloir vraiment mener un univers de personnages liés à Spider-Man mais sans Spider-Man, ou intentionnellement jouer avec la possibilité que Spider-Man débarque peut-être dans une scène post-générique pour motiver le public à aller en salle? Je ne sais pas lequel est le pire. Madame Web fait peur à pas mal de niveaux. Le personnage est encore très obscur, Dakota Johnson n'est pas un nom aussi établi que Tom Hardy ou Jared Leto, le film a été lancé avant le beat de Morbius, donc pas sûr qu'ils aient pu apprendre quelques leçons de ce ratage, et il y a eu des rumeurs de reshoot et réécriture comme d'habitude. Mais surtout, il arrive juste après le méga beat de The Marvels, un autre film de super-héros avec plusieurs super-héroïnes pas très connues qui se réunissent. Ici, on a 2 Spider-Woman et une Spider-Girl aux côtés de Madame Web. On peut donc encore une fois se demander à qui s'adresse ce film, à qui il est censé parler. Est-ce que c'est le public qui aime suffisamment Spider-Man pour savoir qui sont ces personnages mais n'a pas besoin de Spider-Man dans le film, ou le public qui aimerait automatiquement les films de super-héros et irait tous les voir sans réfléchir, sauf quand il n'y va pas, comme Shazam 2, The Flash, Blue Beetle, The Marvels et compagnie. L'actrice Dakota Johnson n'aide pas vraiment là-dedans parce que, en parfaite troll qu'elle est, comme elle l'a prouvé par le passé, elle s'amuse vraiment bien. Dans le cadre du Saturday Night Live, elle a décrit Madame Web comme le parfait film généré par l'intelligence artificielle pour votre petit copain. Est-ce que c'est censé rassurer et être un compliment? Je ne sais pas. Cela dit, on ne connaît pas vraiment le budget officiel de Madame Web, même si on peut miser sur au moins 70-80 millions comme Morbius. À titre de comparaison, The Marvels avait coûté 200 millions de dollars, avec au final un score d'environ 200 millions de dollars au box-office, c'est-à-dire un méga désastre. Madame Web a besoin de beaucoup moins pour s'en sortir, mais ça n'a pas sauvé Morbius, donc à vous de voir si vous y croyez. Aux dernières nouvelles, Madame Web pourrait faire un démarrage de 25 millions de dollars au box-office domestique sur un week-end rallongé férié aux États-Unis. C'est vraiment pas super, puisque Morbius avait fait environ 39 millions et les films Venom, 80-90 millions. Il n'y a aucune concurrence réelle avant la sortie de la suite de Dune, qui sort 2 semaines après, mais ça va quand même être intéressant de voir si Madame Web intéresse quelqu'un sur Terre. Dans tous les cas, le Spider-Verse continuera. Kraven arrive fin août et Venom 3 début novembre. Kraven le chasseur, il y a peut-être quelques raisons d'y croire. L'acteur Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe dans le rôle de son père, ce qui rappelle un petit peu Man of Steel où il jouait le père de Superman. Il y a aussi l'actrice Ariana DeBose qui a été oscarisée pour West Side Story, le Spielberg, et le réalisateur J.C. Chandler
Chandor, ou JC Chandor en français, très remarqué avec Margin Call et All Is Lost. Et en plus, le film serait apparemment classé Rated R, ce qui veut dire qu'il y aura normalement du sang, donc en fait on peut envoyer Mathieu à la projection, il lui mettra un point de plus par principe. Après, là encore, ça hurle à l'univers étendu puisque la promo met en avant un personnage du nom de Rhino, un méchant bien connu de l'univers Spider-Man que Sony avait déjà placé à la fin de The Amazing Spider-Man 2 incarné par Paul Giamatti dans une scène absolument dégueulasse qui devait préparer le film Sinister Six. Et Kraven fait lui aussi partie des Sinister Six dans les comics, donc vous voyez où je veux en venir. Le film Kraven le Chasseur aurait dû sortir en 2023 mais il a été repoussé notamment suite aux grèves à Hollywood. Il s'est donc retrouvé en août 2024 entre le prochain film Alien, que j'attends évidemment, et la suite de Beetlejuice dont je me fous mais jeudi te l'attends. Et enfin, j'allais dire le meilleur pour la fin, mais j'ai pas envie de nous porter malheur, il y a Venom 3. Toujours avec Tom Hardy qui est encore une fois crédité pour l'histoire, oui désolé de vous l'annoncer, et cette fois réalisé par Kelly Marcel, la scénariste de 50 nuances de Grey, et des deux premiers Venom, qui signe ici sa première réalisation, et non, je ne ferai aucun sarcasme, c'est beaucoup trop facile. Alors j'allais dire que j'étais content aussi parce que Juno Temple a été castée dans un mystérieux rôle important, et j'aime beaucoup cette actrice, mais justement, j'aime beaucoup cette actrice. En tout cas, on ne sait rien de précis sur Venom 3, qui sortira 2 mois et demi après Kraven le Chasseur et juste avant Gladiator 2. Tout ça pour dire que l'année 2024 sera un tournant, positif ou négatif, on verra bien, pour ce Spider-Verse qui a déjà échoué une fois par le passé avec l'annulation très médiatisée du film Sinister Six il y a une dizaine d'années. Tout le monde se demande maintenant si Peter Parker peut et va apparaître dans un de ces films, étant donné que Disney Marvel a un contrôle créatif, mais en collaboration avec Sony qui possède les droits. Nul doute que ça donne lieu à beaucoup de discussions et de débats chez eux. Mais paradoxalement, quand on regarde la promo de Madame Web et Kraven, on sent que Sony ne veut pas vraiment miser sur un grand univers partagé où tous ces gens-là vont se croiser à un moment ou un autre. Au contraire, il semble vendre ces films comme des aventures indépendantes. Peut-être parce que trop de gens se sont cassés les dents sur des ambitions d'univers étendus comme par exemple Universal avec le Dark Universe de la Momie ou Warner avec le DCEU. D'ailleurs, Sony a quasiment annulé un projet, El Muerto, annoncé en 2022 et discrètement retiré du planning, ce qui est compréhensible vu comme ce personnage de la galaxie Spider-Man est pas très connu, on va dire. Après, personne n'est dupe, si Madame Web, Kraven et Venom 3 sont des cartons, on peut parier qu'ils vont être réunis. Pas mal d'éléments ont été placés et pourraient être activés un moment ou un autre. Mais dans quel but ? Est-ce que quelqu'un a sérieusement envisagé un film Sinister Six sans Spider-Man ? Ou est-ce que Sony et Marvel sont en train de préparer un événement où Spider-Man passera dans le Spider-Verse pour affronter les Sinister Six avant de rentrer chez lui dans le MCU ? À quoi sert ce bout de symbiote laissé dans le MCU d'ailleurs ? Le gros atout de Sony jusque-là, c'est l'argent. Ces films coûtent relativement peu cher et ont déjà rapporté très gros. C'est malin, c'est une bonne gestion de business et c'est un filet de sécurité que d'autres n'ont pas avec des budgets 2 ou 3 fois plus élevés. Mais ce qui leur manque, c'est... comment le dire poliment ? Un peu de dignité peut-être ? Alors je sais que plein de gens nous disent régulièrement qu'ils s'amusent bien avec Venom et Morbius, on a même un camarade youtubeur très sympa et très respectable qu'on a déjà invité chez nous et qui tient apparemment, selon la rumeur, un fan club de Morbius. Mais le Spider-Verse de Sony n'a pas un seul film considéré comme sérieusement au minimum potable, contrairement au MCU ou au DCEU à leur début. En gros, ce serait bien s'ils faisaient des bons films, pour eux, pour nous, pour le système de notation d'écran large, pour la planète et pour tous les gens talentueux impliqués. Heureusement pour Sony, ils ont les films animés Spider-Verse qui pour le coup cochent toutes les cases de la réussite. Le troisième Beyond de Spider-Verse n'a pas encore de date de sortie et d'autres projets sont en développement, notamment un film Spider-Woman et une série Spider-Man noir sur Amazon, sans oublier bien sûr un 4e film Spider-Man avec Tom Holland dans le MCU. Vous l'aurez compris, si j'ai prononcé Spider-Man environ 158 fois dans cette vidéo, c'est parce que c'est le joyau de la couronne du studio Sony. Qu'il soit présent ou absent, live action ou animé, officiel ou dérivé, il est partout. Spider-Man, c'est la vie, c'est la thune, c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur, mais personne n'est intouchable, comme l'ont prouvé DC et Marvel, donc à voir jusqu'où on peut tirer sur le fil de l'araignée avant qu'il craque. A priori, on aura quelques éléments de réponse en 2024, avec Madame Web en février, Kraven le Chasseur en août et Venom 3 en novembre, en espérant que le pire soit derrière nous et que Jared Leto nous laisse tranquille. D'ici là, comme d'hab, vous le savez, Écran Large propose un abonnement pour accéder à des articles exclusifs chaque semaine où on parle de films cultes, mais aussi maintenant de box-office, de musique de film et de bien d'autres choses. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et nous aider à rester libres, indépendants, beaux et surtout cruels. Les détails sont dans la description de la vidéo et par pitié, regardez ma vidéo Southland Tales parce que si cette vidéo Spider-Verse fait un meilleur score, je ne réponds plus de rien, mais par avance, merci et à bientôt.